Bonjour, on est lescomics.fr. On est un collectif de youtubeurs en fait qui se sont réunis pour parler des comics et en particulier aux gens qui n'y connaissent rien. L'idée c'est de vous permettre de découvrir cet univers magnifique. Et on est ici aujourd'hui puisque le thème de la conférence c'est les super-héros, de Heroes of Wasabi. Et on va tenter de vous divertir et de vous apprendre des choses. On a besoin aussi un peu de votre participation, donc si vous avez des questions perfides et saugrenues, elles seront les bienvenues. Et étant donné qu'on est un collectif de vidéastes, de youtubeurs, il y a des caméras et donc la conférence sera montée et dispo en replay sur lescomics.fr si jamais vous avez des questions et tout ça. Et si vous avez trouvé qu'on était très intéressant ou qu'on a dit beaucoup de conneries et que vous voulez nous engueuler, on est dispo sur une table juste à côté de Pause Manga et de l'atelier. Donc je suis Matt, je suis un youtubeur sur la chaîne One Macho et je vous présente les youtubeurs qui sont avec moi. Donc on a Valentin de la chaîne V pour Valentin. Bonjour à tous. Et du collectif lescomics.fr. On a Chris de la chaîne Comics Raise et du collectif lescomics.fr. On a Nicolas Martin de la chaîne Nicolas Martin et du collectif. Et Vincent de la chaîne Wolf in Motion, voilà, qui fait des vidéos sur les comics, mais aussi sur les cartoons et sur les films et plein de choses. La question qu'on va tenter de se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait un bon super-héros ? Et donc, pour la première fois depuis l'histoire des conférences qu'on anime, il y aura une réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait un bon super-héros ? L'idée, c'est déjà, qu'est-ce qui fait finalement un super-héros ? Est-ce que vous avez une idée parmi vous ? Et du coup, je vais sortir du cadre. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui fait la différence entre un héros simplement et un super-héros tel qu'on les connaît et tel qu'on les imagine ? Bonjour. Bonjour. C'est quelqu'un qui a une influence sur la vie de beaucoup de monde. Un héros va influer sur la vie de, je sais pas, peut-être 1000 personnes. Un super-héros va être connu beaucoup plus. Donc n'importe quel super-héros sera plus connu que Tintin, par exemple. Ouais. Ouais, pourquoi pas ? Je suis pas tout à fait d'accord, mais pourquoi pas ? Est-ce que vous avez d'autres... mais je reviendrai là-dessus. Je reviens là-dessus et je prends les arguments pour les développer pendant la conf. Si vous avez d'autres idées, qu'est-ce qui fait la différence entre un héros et un super-héros ? Une différence, c'est que le super-héros, contrairement au héros, dispose d'une identité secrète pour se démarquer entre son identité civile et son identité en tant que super-héros. Alors ça peut être un point quand tu penses à Superman, Batman ou Spider-Man, mais effectivement, il y a aussi des super-héros qui vont ne pas avoir d'identité secrète. C'est le cas de Luke Cage ou de Jessica Jones, qui sont les héros d'une série sur Netflix. C'est le cas de John Constantine, qui a lui aussi sa série en ce moment. Mais effectivement, c'est une bonne piste, l'identité secrète pour les super-héros. Il va avoir une particularité qui va justement le rendre super par rapport à quelque chose. Donc ça va être un super pouvoir, un costume, quelque chose qui va justement le différencier de ses contemporains. Alors on touche beaucoup de choses. Effectivement, ce qui est le plus visible sur les super-héros, c'est souvent le costume. Et ensuite, il y a des super-pouvoirs tape à l'œil. Mais il y a aussi des super-héros qui finalement n'ont pas de pouvoir. Hein. Si on pense simplement à un petit nouveau qui s'appelle Batman, qui est un truc qui va émerger. On est peut-être en avance là-dessus, peut-être que vous ne connaissez pas tous, mais ça va apparaître. Effectivement, il n'a pas de pouvoir. Mais effectivement, c'est un point à noter et ça fait partie d'un package de super-héros auquel tu es sensible puisque tu es habillé en version médiévale de Cyclope, le chef historique des X-Men. Bonjour. Bonjour. Les super-héros, c'est l'incarnation de quelque chose ? Alors c'est effectivement l'incarnation de valeurs et d'un sens moral, d'un sens de la justice qui doit permettre aux gens de se démarquer. C'est aussi un point intéressant. Mais si on pense à des super-héros un peu limites en sens moral, on peut parler du Punisher ou de Deadpool par exemple, qui ne sont pas non plus des incarnations... Ce serait l'incarnation de la vengeance ou quelque chose de négatif, c'est pas forcément positif ? Ouais, à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler de héros ? La philosophie de ce débat va me dépasser. On a touché plein de points que j'avais notés sur ma feuille, donc merci d'avoir... lu vos fiches et respecté mon planning. La particularité d'un super-héros, je vais venir à vous, hein, je fais pas ça sans vous les gars, il y a pas de... J'arrive. Hein. La particularité d'un super-héros, elle tient effectivement à plein de choses. Il peut avoir des pouvoirs, mais pas forcément. Il peut avoir une identité secrète, mais pas forcément, puisque typiquement les 4 Fantastiques n'ont pas d'identité secrète, ils travaillent sous leur vrai nom. Et puis des personnages moins connus comme Jenny Sparks dans Authority, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils ont un costume bariolé ? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont un talon d'Achille et une grosse faiblesse comme la kryptonite pour Superman ? Ouais, mais pas tous. Est-ce que ils ont le fameux sens moral ou l'incarnation des valeurs de justice dont tu parlais ? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont tous un ennemi récurrent comme Lex Luthor pour Superman ou ce genre de choses ? Pas tous. Et en fait, ce qui définit un super-héros, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le dictionnaire des super-héros.
Finalement, c'est un assemblage de toutes ces choses-là. L'idée, c'est, en gros, il y a 7 points entre les ennemis récurrents, la faiblesse, le costume, les super-pouvoirs. Si un personnage répond à 4 de ces 7 points, techniquement, c'est un super-héros. Il a un costume, mais il n'a pas de pouvoir. Il a une identité secrète. Il a des gadgets particuliers. Il a des ennemis récurrents comme le Joker. Batman est donc un super-héros, même s'il n'a pas de super-pouvoir. Certains super-héros ont la classe, d'autres n'ont pas la classe du tout. Il y a des super-héros capables de se transformer en crème glacée, par exemple. Ça va nous permettre de placer techniquement ce qu'est un super-héros. Alors évidemment, ça compte pas forcément, puisqu'il y a des personnages qui, si on applique stricto sensu cette définition, le comte de Monte Cristo devient un super-héros. Donc on va rester dans la partie visible et un peu tape à l'œil des super-héros. Donc voilà, notre super-héros, c'est un assemblage de tout ça. Maintenant qu'on a pu peut-être se faire une idée de ce qu'est un héros et un super-héros, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui fait un bon super-héros. Et là, du coup, je vais me tourner vers mes comparses avec des questions dont ils n'ont pas les réponses. Si je reprends ce qu'on vient de voir point par point, on a parlé des super-pouvoirs. Est-ce qu'un bon super-héros doit s'inscrire dans la réalité et donc être dans notre monde à nous, ou est-ce qu'un bon super-héros doit nous en foutre plein la gueule avec des super-pouvoirs tape à l'œil? Question. Tu peux en foutre plein la gueule aux gens sans forcément... Batman, il a des capacités physiques qui sont exceptionnelles et pourtant il n'a pas de super-pouvoir. Mais pour toi, le bon super-héros, il est plutôt avec des pouvoirs, alors, ou c'est plutôt quelqu'un qui t'aide à te transcender, à transcender ton quotidien? Le bon super-héros, il sauve des gens, bon, mais c'est un bon super-héros, puis le mauvais super-héros, il sauve des gens, mais c'est un... Non. Je sais... Pour moi, ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas les pouvoirs. Je vais niquer toi la question, mais pour moi, c'est pas les pouvoirs qui déterminent, c'est les enjeux qu'il y a derrière ces pouvoirs, tu vois. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Comment est-ce qu'il va répondre aux attentes et aux problématiques qui lui sont posées? Tu vois, s'il va juste sortir son flingue et dire je t'arrête, c'est pas un super-héros, c'est juste un flic. Mais s'il va le faire en ayant par exemple, une cape, 3 saltos, et qu'il va te tabasser le mec et qu'il va te sortir motherfucker, là t'es arrêté et on va laisser faire la justice. Là, c'est un super-héros. Il le fait avec style, en fait. Donc c'est la dimension théâtrale de ton personnage qu'en fait un super-héros, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un côté vachement iconique dans le super-héros qu'aura pas forcément un héros, tu vois. Donc pour le super-héros, d'accord, mais qu'est-ce qui en fait un bon super-héros? Est-ce que la valeur de ses pouvoirs est importante pour un bon super-héros? Vous répondez pas à la question, en fait. Ouais, on est con. La façon dont il les utilise. Parce que si tu veux... Admettons que tu sois tout puissant, admettons que tu puisses faire ce que tu veux. Si tu vas trop loin, par exemple, le mec peut utiliser ses pouvoirs juste pour arrêter quelqu'un et le mettre en prison, ou il peut en abuser et l'atomiser, tu vois. En Superman, c'est exactement ça. Superman, il va te mettre une claque, il va t'assommer et tu finiras enfermé toute ta vie, ce qui est vachement mieux. Mais il peut aussi te mettre un coup de poing, t'exploser la tête et hop, on n'en parle plus. Donc c'est la façon dont il va utiliser son potentiel, je pense. C'est surtout ça qui détermine s'il est bon ou pas bon. Donc on sait la façon dont Superman utilise son potentiel aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça en fait un bon super-héros ou pas? Si t'aimes bien Dragon Ball, oui. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien Dragon Ball parmi vous? On est à Wasabi, donc je sais pas trop en ouais. fait. Je suis pas sûr. La touche manga, c'est pas forcément leur truc. Si on prend, par rapport à l'échelle de pouvoir, si on prend un héros qui est complètement omnipotent, par exemple Spawn, qui est sorti chez Image Comics en 92, et qui, techniquement, a des pouvoirs illimités, il peut tout faire, mais il a une jauge de pouvoir, et donc dès qu'il utilise ses pouvoirs, il perd un peu de sa capacité, en tout cas au début, mais il peut tout faire. Est-ce que, du coup, cette omnipotence, ça fait un bon super-héros ou pas? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il est intéressant? Non, c'est pas ça qui fait qu'il est intéressant. C'est les enjeux personnels que tu as derrière. Et du coup, ça n'a rien à voir avec ses super pouvoirs. Et du coup, avec la valeur du super-héros et avec le côté feuilletonnant, on sait que malgré ses pouvoirs grandiloquents et les défis qu'il va rencontrer, il gagne à la fin. Est-ce que du coup, les pouvoirs sont importants, puisque tu sais que le défi est juste temporaire, finalement? J'ai peut-être une théorie sur qu'est-ce qui fait un bon super-héros, tu vois, qu'est-ce qui fait que le mec est un bon. C'est le fait qu'il soit peut-être du bon côté de la morale. C'est tout con, mais s'il a des super-pouvoirs, s'il en a pas, s'il est pas du bon côté de la morale, si à la fin, t'es là, ouais, ok, il a arrêté le méchant, mais il l'a fait d'une manière vachement bizarre d'un point de vue idéologique, il y a un truc qui colle pas. Non ? Il faut qu'il l'arrête de façon spectaculaire? Il faut qu'il choisisse le bon méchant? En gros, le délire, c'est pas le fait d'avoir de bons ou de mauvais super pouvoirs. Justement, c'est ce que t'en fais, quoi. Si ton super pouvoir, c'est de transformer les gens en gâteaux,
Eh ben, selon ce que t'en feras, ça fera de toi un bon super-héros ou non. Et si ton super-pouvoir, c'est d'être aussi puissant qu'un dieu, bah pareil, c'est selon ce que t'en feras. C'est pas la taille des pouvoirs, c'est ce que t'en fais en fait. C'est une allégorie qui peut s'appliquer à plein d'autres choses. Tout à fait, ça s'applique à beaucoup de choses, oui. Du coup, est-ce que par rapport à ce qu'on fait de leurs pouvoirs, est-ce que le fait qu'on dans une histoire régulièrement on détruise les pouvoirs, on parlait de la kryptonite de Superman, est-ce que c'est quelque chose, puisque encore une fois, globalement on sait qu'il va gagner à la fin et que s'il meurt 8 mois plus tard il va réexister, est-ce que c'est important qu'on puisse détruire les pouvoirs d'un héros comme avec de la kryptonite, on nous a déjà fait le coup plein de fois, est-ce que ça fait de bonnes histoires, est-ce que le fait qu'on puisse le détruire fait de Superman un bon super-héros? Il faut montrer que le super-héros n'est pas défini que par ses pouvoirs. Typiquement, voilà, Batman n'en a pas, mais c'est quand même un super-héros. Il faut pouvoir montrer parfois que Superman, même sans ses pouvoirs, peut être un héros et n'est pas limité que par ses pouvoirs. C'est pas juste un être divin, c'est quelqu'un de bon, avant tout, avant d'être quelqu'un qui a des pouvoirs. En ce moment, en France, on a une histoire super intéressante sur Superman qui donc arrive de manière épisodique dans les mensuels d'Urban Comics et où Superman a perdu la majeure partie de ses pouvoirs. Et du coup, il est réduit à un statut d'humain super fort, quoi, mais avec pas mal de faiblesses, du coup. Et là, pour le coup, il joue avec les codes de Superman. Et moi, je trouve que c'est une histoire vachement intéressante là-dessus, où il est réduit à faire des combats de catch, ce genre de choses. Et c'est super intéressant à voir. Et comme quoi, le fait de lui enlever ses pouvoirs change de ce qu'on a l'habitude de lire et rend le personnage un peu plus intéressant. On se doute bien qu'il va récupérer ses pouvoirs, on sera soulagé quand il va les récupérer, mais au moins pendant quelques mois on lira une histoire qui sort de l'ordinaire et qui est bien foutue alors que Superman n'a plus de pouvoir. Il faut que le personnage se transcende en fait. Il y a un peu de ça, ouais. Ce qui est rigolo, c'est que au début il volait pas. Au début il était moins fort que ce qu'il peut faire aujourd'hui, et il y a une évolution, il faut qu'il devienne de plus en plus puissant au fil des histoires, et c'est ce qu'on a vu dans d'autres médiums. Si on pense simplement aux transformations dans Dragon Ball, où il est Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3, il a des cheveux longs, il a des cheveux bleus, il a des cheveux roses, il devient de plus en plus puissant. Et t'as cette échelle de puissance qui monte chez les super-héros, et maintenant, en fait, les personnages qui deviennent intéressants sont les personnages à qui on retire leur pouvoir, comme Hawkeye, qu'on met dans des situations urbaines, ou Superman qui devient intéressant parce qu'il a plus de pouvoir. Finalement, un bon super-héros n'a pas de pouvoir. Après, j'ai fini avec les pouvoirs, c'est la dernière sur les pouvoirs. Ça répond à un truc cyclique aussi, parce qu'au départ, ils affrontaient pas forcément des menaces cosmiques comme tu peux avoir après dans les années 80 avec Crisis, des choses comme ça. Où je pense que ça vient aussi à la base, que ça a été crescendo, on va dire. On est parti du savant fou, puis le super méchant, puis la menace qui est complètement surréaliste. Et je pense qu'il y a un moment où tu es obligé de redescendre dans l'autre sens pour mieux repartir. Enfin, c'est cyclique, quoi. Tu peux pas éternellement, parce que sinon, il y a un moment où qu'est-ce que tu veux imaginer de plus que des terres parallèles qui fusionnent? Rien. Enfin, tu vois. T'as pas plus de danger que ça, que de voir ton monde détruit complètement. C'est ça, c'est pas le fait qu'il ait pas de pouvoir qui en fait un bon super-héros, c'est juste qu'il faut pas qu'il soit trop pété, quoi. Superman, au bout d'un moment, quand il est beaucoup trop fort, bon, ça dure une histoire, par exemple All-Star Superman, il est même malade, donc du coup voilà. Il est tellement fort qu'il devient malade. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc au bout d'un moment, si tu le fais beaucoup trop fort, ça peut pas tenir sur la longueur et ça peut rapidement être chiant, puisqu'il y a pas vraiment d'enjeu, hormis peut-être pour les personnages secondaires qui eux justement n'ont pas de pouvoir, pour les genre Lois Lane, Jimmy Olsen, qui eux peuvent être en danger, mais voilà, donc c'est plus un bon super-héros doit avoir des pouvoirs, pas forcément, mais peut avoir un pouvoir, c'est juste qu'il faut qu'il ait une faiblesse derrière, quoi. Du coup, All-Star Superman, c'est intéressant parce que c'est une vraie allégorie de tout ça. Il devient tellement puissant qu'on sait qu'il va mourir un an après, en fait. Et finalement, c'est ça. Quand tu deviens trop puissant, t'es plus intéressant et tu meurs. Donc bon, on peut pas définir un bon super-héros simplement par ses pouvoirs. Parmi les autres points qu'on a évoqués, on parlait de l'identité secrète. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un super-héros ait une identité secrète? On peut pas sauver le monde avec notre vrai visage? Il y a aussi une idée de s'il fait ça, c'est pas forcément pour être famous. C'est pas forcément pour avoir la gloire. S'il a une identité secrète, ça rajoute un côté modeste au héros. Contrairement à un personnage qui pourrait avoir envie de un peu à la Booster Gold, quoi, qui voudrait être connu, quoi. Être connu, qui a envie des paillettes, qui a envie d'être Booster Gold, du coup, pour ceux qui sont pas spécialistes, c'est un super-héros de chez DC qui fait super-héros pour devenir célèbre et pour avoir la classe, en fait. C'est ça, tu prends Superman par exemple, s'il a ce côté Clark Kent,
bah, c'est aussi pour rester un humain avant tout. Et c'est ça que tu reconnais que Superman c'est un bon super-héros, c'est qu'il n'est pas là pour la gloire. Il est là pour incarner l'espoir et avant tout rester humain. Après, ça génère aussi d'autres enjeux, parce que par exemple, s'ils ont une identité secrète, ça va être pour protéger leurs proches, ça va être Spider-Man qui protège Tante May, quoi. Tu vois, basiquement, ça va être ça. Et si l'identité secrète est percée, ça veut dire que les proches sont en danger. Donc c'est plus que même pour se protéger, c'est plutôt pour protéger les proches. Enfin, j'ai l'impression, sauf peut-être des rares cas comme Batman qui au départ n'a pas de proches, donc ça aide. Forcément, il va pas protéger ses parents, c'est mort. Mais et même, tu vois, et même cette raison, c'est quand même une putain de raison de héros. Ah oui, oui, c'est très louable. C'est sûr que Tante May, t'as pas envie qu'elle finisse. Ouais, c'est clair. Mais bon. Pauvre Tante May. Surtout la Tante May du dernier film, c'est ça que tu veux dire? Ouais, on a envie de la voir très longtemps. Ouais. Il me semble qu'il y a un sens de lien avec le lecteur aussi, c'est-à-dire que quand on commence les comics, souvent on est ado et on est à une période de notre vie où, en tant que nous-mêmes, on nous fait pas confiance. Et en même temps, on est un peu révolté puisque c'est le moment où on est très justice sociale, on veut changer le monde, on fait des manifs pour tout et pour rien, contre le 49.3 et ce genre de choses. Et du coup, le monde n'a pas confiance en nous pour le changer et on est obligé de devenir quelqu'un d'autre pour incarner cet espoir finalement. Est-ce que le super-héros, c'est pas juste ça, le reflet de l'ado qui est en train de lire cette BD? Oui. Merci. Mais non, mais je pense que finalement, ça va même plus loin que ce que tu dis, tu vois, parce qu'en y réfléchissant, ça va même au-delà de ça, parce que combien de gens lisent des comics, mais le cachent, ou tu vois, vont pas forcément afficher. Là, ici, tout le monde affiche sa passion parce qu'on est entre nous, machin. Ouais. Tu vois, c'est cool. Ici, tu peux venir en cosplay, personne va rien te dire. Alors que si tu sors comme ça dans la rue, il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule parce que c'est des cons, tu vois. Et du coup, ça va au-delà de ça. C'est la partie que tu caches au public et la partie que tu exposes au public. Ça peut aller jusque-là. Hein. C'est passionnant. C'est passionnant ce que vous dites, Christophe. Je sais. Tu as des cas encore plus poussés, comme par exemple les X-Men, où typiquement c'était vraiment la démocratisation de la différence, que ce soit raciale, que ce soit l'homosexualité ou des choses dans le genre. C'était vraiment le côté, tu peux avoir quelque chose de spécial, donc là dans ce cas-là les mutants, mais tout en étant un ado normal qui va aller se balader au centre commercial et ce genre de choses. Et c'est vraiment le sous-texte qu'il y avait dans les X-Men depuis la création et même encore aujourd'hui. Et donc la vraie personnalité, c'est ta personnalité civile ou c'est ta personnalité super-héroïque? Ça dépend si tu dois la modifier. Ça dépend des personnages. Typiquement, Clark Kent est la véritable identité de Superman, tandis qu'on a tendance à dire que Bruce Wayne est le masque de Batman. Donc voilà, ça va dépendre vraiment des personnages, mais 3/4 du temps, oui, le vrai personnage, c'est le jeune, le Peter Parker, et Spider-Man n'est que... une évolution de Peter Parker avec les pouvoirs et un sens des responsabilités plus poussé. C'est un Peter Parker Super Saiyan. Et donc finalement, un bon super-héros, il a une identité secrète ou pas? Je cherche toujours la définition du bon super-héros. Hein. C'est le leitmotiv de tout ça. On en a discuté, il y a plein de contre-exemples de super-héros qui n'ont pas d'identité secrète. T'as les 4 Fantastiques, alors tous les personnages qui se transforment et qui peuvent pas revenir en arrière, on dit le surfeur d'argent, des choses comme ça. Il n'a pas de vraie identité secrète, il a une identité d'avant. Mais tu peux pas parler d'identité secrète, donc du coup, et à la limite pour les terriens, elle est pas secrète, puisque le mec est un extraterrestre, donc tout le monde s'en fout. Et c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, enfin, qu'ils sont pas intéressants, ou qu'il n'y a pas des enjeux intéressants. Dans les 4 Fantastiques, ils n'ont pas d'identité secrète, mais les enjeux, ça va être des enjeux familiaux, parce qu'ils vivent tous ensemble et parce que tu as un rapport familial entre chaque personnage, etc. Donc c'est pas l'enjeu principal du truc, mais s'il y en a pas, faut trouver d'autres enjeux à mettre à la place. Ok. Je reviens sur... donc on peut pas le définir, le bon super-héros, par son identité secrète. Un peu, mais on peut pas... C'est pas un point d'arrêt. On continue à défiler sur ce qu'on nous disait. Le jeune homme est parti, donc on doit être passionnant. Sur le sens moral, en fait, qui est véhiculé par un super-héros. Est-ce que la position et le curseur moral du super-héros est important pour le définir? Et est-ce que c'est ça qui en fait un bon super-héros? Est-ce qu'il faut qu'il soit absolument du côté de la justice, intouchable, moralement parfait? Après, peut-être que je nique ta conclusion, j'en sais rien du tout, mais déjà, qu'est-ce qu'un bon super-héros? Qu'est-ce que ça ramène aussi à qu'est-ce que toi tu recherches en tant que super-héros? Effectivement, moi je partirais du principe qu'un bon super-héros, c'est quelqu'un qui fait le bien, et du coup, il faut qu'il ait tout un tas de principes moraux qui soient il
non, j'allais dire une connerie, genre on fait pas justice soi-même, mais en fait c'est le principe. C'est le concept du super-héros de se faire justice Voilà, soi-même, ouais. C'est pas exact. Non, mais voilà, déjà on ne tue pas, voilà, ok. Batman il dit j'utilise pas d'arme à feu, voilà. Après, si tu recherches des héros, je veux lire une bonne histoire de super-héros ou un bon super-héros bien badass qui tue des gens et tout, ok, bah tiens, lis le Punisher, mais est-ce que le Punisher c'est un bon super-héros? Bah il tient plus de l'anti-héros, donc est-ce que un bon super-héros doit avoir un sens moral irréprochable? Je pense que oui, mais après ça dépend ce que toi tu recherches pour lire une histoire de super-héros. Voilà. Mais même quand ils ont un sens moral irréprochable, tu vas toujours avoir des histoires qui vont justement mettre ça en jeu. Tu vas avoir Civil War, tu vois, même si les persos sont censés... Captain America, c'est genre la référence, c'est le Boy Scout, machin, enfin chez Marvel, c'est ça, quoi. Et pourtant, dès qu'on peut, on va te le faire quitter le Shield pour X ou Y raison, on va te le faire s'opposer au président pour X ou Y... Et c'est pas nouveau, ça date des années 70 déjà, tu vois. Donc... même quand le mec il est moralement irréprochable, on va toujours chercher à aller plus loin. Alors dans un sens ou dans l'autre, quoi. Soit il va être moralement irréprochable et par exemple c'est le système qui lui déconne, ou alors c'est lui qui déconne par rapport au système. Ça c'est aussi ta vision à toi. Mais Et qu'est-ce que la morale? vous avez 2 heures, les majuscules en rouge. Et si on modifie le curseur moral d'un personnage, est-ce qu'on modifie intrinsèquement le personnage? Puisque tu parlais de Batman, on a eu de longs débats autour de Batman vs Superman qui est sorti au cinéma et dans lequel visiblement il pète des mecs allègrement, hein. Enfin il tue pas directement, c'est vrai, il lance des grenades sur des voitures qui explosent, c'est pas moi qui ai tué, c'est la voiture qui a explosé. C'est la grenade qui a tué. Et donc du coup on a un Batman qui est très différent de celui qu'on a dans les comics, qui refuse d'utiliser des armes à feu, qui refuse de tuer. On a modifié le sens moral de Batman dans cette adaptation. Est-ce que du coup on a modifié intrinsèquement le super-héros? Je pense que oui. Je prendrais plus l'exemple de Superman pour le coup. En gros, dans les comics, en ce moment, il y a une série qui s'appelle Injustice. Et Injustice, c'est quoi? C'est Superman qui, à un moment donné, décide de faire la paix mondiale. Et pour ça, il va devoir un petit peu enfreindre sa morale. Il va devoir il tue le Joker. Spoil. Ouais. Spoil de la page 4. Voilà. Ouais. Spoil de la page 4. Et en gros, il doit de plus en plus jouer avec sa morale. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh ben, on en vient à se poser la question, est-ce que Superman est encore un super-héros? Parce qu'il fait des choses qui... il fait des choses que faisaient les super-vilains qui combattaient à l'époque. Donc ça pose la question, est-ce que... Et techniquement, il rend le monde meilleur parce qu'au final, il n'y a plus trop de crimes. C'est juste une grosse dictature, mais techniquement, la criminalité a baissé. Donc si tu commences à réfléchir comme ça, déjà, tu vois, ouais, ça fait poser des questions. Effectivement, qu'est-ce qu'un bon super-héros? Si son principe, c'est juste de rendre la ville sûre, ouais, il y a plein de moyens de le faire. Après, est-ce que ce sont des bons moyens? Voilà. Attention, on n'est pas loin d'atteindre le point Godwin. Ouais. Oui, j'allais parler de la Corée, moi, du coup, pour ça. La dictature qui empêche qu'on ait des crimes. Mais du coup, si on reprend l'histoire, typiquement, de Batman, quand il a été créé, il portait des flingues. Puisque cette adaptation d'un personnage des Pulps, c'est assez récent, finalement, qu'il n'ait pas d'armes. Donc, quel est le vrai Batman? C'est le Batman des origines, de la création, auquel il ne fallait pas toucher. Et donc, le Batman de Snyder, aujourd'hui, est dans le vrai, plus que le Batman que nous, on voudrait être canonique, qui est celui du dessin animé des années 90. J'ai envie de te dire, est-ce que chacun n'a pas un peu son Batman en fait? Tu vois, si t'as grandi devant le Batman des années 90 à la télé, c'est ton Batman à toi. Si tu connais pas Batman, t'as jamais vu Batman de ta vie, bon, désolé. Et tu vois pour la première fois. Tu viens d'avoir pour la première fois Internet et tu voilà, découvres tu la viens vidéo. d'avoir un modem 56K, t'es super content, tu télécharges Batman de Superman, ça prend 9 jours. Et tu vois pour la première fois Batman, et pour toi, c'est la version que t'assimiles comme étant la version de Batman, tu utilises un flingue. Et après tout, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas ça qui fait un bon super-héros? J'anticipe peut-être, mais du coup... C'est bon, c'est fini, salut. Est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait plusieurs versions et que chacun peut se l'approprier différemment selon ses envies, selon les récits qui lui plaisent et selon ce que l'auteur aura fait du personnage, quoi. Là, voilà, je me pose la question, je n'ai pas de réponse. Drop the mic. On parlait de ses ennemis récurrents. Si on reprend l'exemple de Batman, mais il y en a beaucoup d'autres, il est hyper connu et considéré comme l'un des meilleurs super-héros par beaucoup parce qu'il a des ennemis hyper canoniques. Le Joker, le Pingouin, le Sphinx, tout ça, c'est des personnages qu'on connaît. Et finalement, quand on creuse un peu, même des personnages comme Gueule d'Argile peuvent se révéler intéressants. Est-ce que excellente blague. Quand on creuse un peu, Gueule d'Argile peut se révéler intéressant. Ouais. Est-ce que finalement c'est pas aussi les super vilains qui définissent un personnage, typiquement Troll? Les ennemis de Superman sont un peu kitsch et ridicules et donc le personnage est lui-même dans les BD souvent un peu kitsch et ridicule. Les ennemis de Wonder Woman
personne les connaît, et finalement Wonder Woman aujourd'hui, bon, elle n'est pas tellement exposée, alors que c'est une figure de l'héroïsme, c'est la première vraie super-héroïne créée par un vrai féministe et tout ça machin. Enfin, il y a des choses à faire avec ce personnage. Est-ce que c'est pas, du coup, les ennemis qui définissent un bon super-héros, un bon ennemi, un bon super-héros? Pas toujours, parce que si tu prends simplement la galerie de méchants, un personnage comme Daredevil avait des méchants qui étaient complètement ridicules à sa création. Attends, il se battait contre un mec qui s'appelle l'homme aux échasses, et le hibou. mec, pour braquer des banques, se baladait avec des échasses de 30 mètres à New York. Discrétion assurée, quoi. Et le toréador. Qu'est-ce que tu veux comme super vilain, hein? Mais voilà, après, typiquement, Daredevil, c'est un bon exemple par rapport à BVS et tout, parce que c'est vraiment le super-héros qui était très light, très gentil, un petit peu à la Spider-Man. Et du jour au lendemain, on a décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus sombre. Et c'est là où le personnage a décollé, a vraiment marché du feu de Dieu avec les runs qu'on a pu connaître contre le Caïd et compagnie. Et c'est vraiment en lui changeant le ton et en lui donnant un méchant iconique que le personnage a passé une certaine dimension. Mais malgré tout, au début, même avec des ennemis moyens, il arrivait quand même à faire sa marque, à être une création de Stan Lee qui était un peu connue de tous. Et voilà, donc ça dépend. Ça peut faire une force, mais pas nécessairement. Tu parlais de Spawn tout à l'heure. Tout le monde connaît Spawn, peut-être pas, mais... Les gens qui connaissent Spawn. Ouais, voilà. Et finalement, les méchants ultra charismatiques dans Spawn, c'est un schéma un peu différent, parce qu'on n'est pas sur le schéma d'un méchant par épisode. Mais il y a beaucoup de méchants très secondaires dans Spawn que tu revois même jamais et qui te manquent pas plus que ça, quoi, tu vois. Tu les revois 100 numéros après. Ouais, Spawn, voilà. il va tuer un serial killer dans le numéro 4 et tu le revois en fantôme dans le 87. Meilleur épisode de tous les temps, avec Billy Kincaid qui Ouais. meurt avec la glace dans la gorge. Bref, lisez ça, c'est trop bien. C'est super en plus. Du coup, super méchant. Bon, bah, pour prendre le contre-exemple de Wolf, qui est vachement intéressant, moi qui lis peu de Marvel, du coup j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que du coup ouais, ça prouve que ça ne se résume pas, un bon super-héros ne se résume pas qu'à ses super bien. A contrario, Batman, même si il y a énormément d'autres choses qui fait que Batman est un bon super-héros, je trouve, c'est sa galerie de super-vilains, parce qu'il en a il a une galerie assez ouf avec des super-vilains vraiment cool. Mais parmi tous ces super vilains, il y a quand même le Joker qui est une icône du super vilainisme qu'on est obligé de rajouter artificiellement dans n'importe quel film qui parlerait de super vilain. On est obligé de placer le Joker parce qu'il faut qu'il existe, quoi. Ouais, Même 10 minutes. Mais ouais, c'est ça. Petit tacle. Je vois pas du tout à quoi tu fais référence, mais oui, effectivement, et ça permet aussi de mettre Batman en parallèle avec ses propres Contradictions. Oui, donc ses propres contradictions, effectivement. Genre The Killing Joke, par exemple, c'est ça joue sur le parallèle entre le Joker et Batman. Pourquoi le Joker a fini fou? Pourquoi Batman finit par faire le bien, mais est-ce qu'au final il n'est pas lui-même fou? Et est-ce qu'il va pas finir par tuer le Joker? On ne sait pas. Voilà, donc l'histoire de Killing Joke, c'est le Joker qui va faire irruption chez le commissaire Gordon, qui va blesser et couper, enfin empêcher. Il va tirer sur Barbara Gordon. Barbara Gordon, la fille du commissaire. Girl, et la clouer dans un fauteuil roulant. Et probablement la violer. Ce sera jamais explicité, oui, alors, mais voilà, c'est tout dans la suggestion aussi. Il prend des photos de Batgirl donc nue. Et voilà, c'est suggéré qu'il la viole. Bref, c'est super joyeux. Le Joker va repousser complètement Batman dans ses derniers retranchements, et pendant toute l'histoire, on se dit que quand Batman va l'attraper, c'est terminé, quoi. Il va péter le Joker et le jeter d'une falaise. Et en fait, l'histoire termine plutôt dans un grand éclat de rire avec un Batman et un Joker qui se tapent un peu sur l'épaule, quoi. Voilà, et une scène qui ne se finit pas. T'auras beau tourner la page derrière, tu verras pas la suite. Donc c'est un vrai cliffhanger, mais bien fait, dans le sens où ça te fait poser de bonnes questions. Et si le Joker n'avait pas été là, l'histoire aurait eu beaucoup moins d'impact. Et c'est le Joker qui fait la moitié, au moins, de l'intérêt du bouquin, quoi. Donc oui, effectivement, de ce point de vue-là, un bon super vilain peut amener de super histoires et faire un bon super-héros derrière, quoi. Mais ça dépend aussi d'où sortent les super-vilains. Parce que par exemple, dans Batman, ce qu'on dit souvent, c'est que les super-vilains existent parce que Batman existe. Et que c'est son existence qui provoque... En fait, Batman sauf dans Gotham. Voilà, en fait, Batman est responsable de l'augmentation du crime, ce qui est un peu ça, quoi, l'idée de fond. Et
Et c'est pas toujours. Enfin, il y a plein de super. Tu prends Spider-Man, il y a aussi des méchants dans Spider-Man qui sortent de nulle part, qui sont juste des méchants. Et voilà, Spider-Man se retrouve sur leur route, mais ils sont pas là parce que. Genre, Shocker n'existe pas parce que Spider-Man existe. Quoi, Ouais. tu vois. Du coup, il faudrait que le super-héros, pour être bon, doit être torturé. Il doit porter une sorte de croix. Ouais, c'est parce que j'aide les gens qu'il y a des super méchants, je ne sais pas quoi faire. Si j'aide les gens, je peux pas aider ma vieille tante May et lui rapporter du ketchup, donc je ne sais pas quoi faire. Il y a un peu de ça, mais aussi au-delà de ça, il y a un des principes, on va dire, des super-héros qu'on n'a pas évoqué. On a parlé du costume, du talon d'Achille, tout ça, mais on n'a pas évoqué le traumatisme fondateur, en fait. Ce qui fait que Batman est Batman, c'est que ses parents sont morts. Ce qui fait que Superman est Superman. Les parents de Batman sont morts. Ouais, spoiler, pardon. C'est que donc Superman est Superman parce que sa planète a explosé et qu'il s'est réfugié sur Terre. Et que ses parents sont morts. Et que ses parents sont morts. Qu'elle s'appelle Martha. Voilà, Spider-Man est Spider-Man parents parce sont morts. que c'est ouais. Enfin voilà quoi. Donc Donc attention à vos parents, quoi, parce que ça peut. Voilà, ça un peut grand nombre dériver. de super-héros ont un grand nombre de super-héros a. Du coup, je fais la Du coup, conjugaison. Un traumatisme fondateur. Et À parté, donc, vous n'êtes pas obligé de tuer vos parents pour pouvoir devenir des super-héros, incarner la justice. Il n'y a pas de relation cause à effet. C'était ça, t'as fait une vidéo là-dessus, non? Ouais. Oui. On parlait de l'évolution du coup des personnages, Killing Joke avec Batman, ou l'évolution de Daredevil qui est devenu vachement plus dark au début des années 80 quand il a fusionné avec, enfin qu'il a rencontré le Caïd et que c'est devenu un personnage dark. Est-ce qu'il faut qu'un super-héros pour être bon évolue avec son époque? Est-ce que ça peut pas être un canon moral fixe dans le temps? Est-ce qu'il faut que le super-héros soit modifié avec son époque? concrètement, Superman, à force d'être rigide, il a commencé à emmerder le monde dans les années 70 avec on commençait à avoir les contradictions de l'American Way. Ça commençait à devenir compliqué qu'un super-héros soit autant moralisateur, on va dire, que ça, quoi. Donc effectivement, si le héros n'évolue pas, et surtout s'il est hyper rigide et hyper oui, le bien c'est ça et c'est pas autrement, suivant l'état de la société du moment, en fait, ça peut vite devenir contradictoire, quoi. Mais pourquoi, puisqu'il faut qu'un super-héros évolue, dès qu'il évolue, on gueule? Puisque on a voulu changer Spider-Man et en faire le supérieur Spider-Man, tout le monde a gueulé. Il y a eu une petite levée de bouclier dans la scène comics autour d'un événement qui a eu lieu dans Captain America à la fin du mois de mai. Tout le monde a gueulé. Dès qu'on touche à quelque chose, dès qu'on touche à quelque chose des super-héros, finalement, la fanbase se met à hurler sur Internet, quoi. Ouais, mais est-ce que les gens qui ont gueulé représentent la majorité des gens qui lisent des comics? Et voilà, je ne pense pas. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord. Il y aura forcément des gens réactionnaires, on va dire, quoi. Mais après, est-ce que tout changement est bon? Pas forcément, mais effectivement, à partir du moment où on te montre un changement qui pourrait évoluer dans un sens sympathique, oui, laissons sa chance au changement, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y aura toujours des fans pour s'agripper au héros à la version du héros qu'il aime. Qu'ils aiment. Et puis aussi le côté du changement, ça fait peur. Par exemple, je me souviens d'une interview de Tim Burton qui disait que quand ils avaient fait leur film Batman, quand ils avaient présenté leur Batman tout en noir avec une armure très sombre, très réaliste, et ben les fans avaient gueulé parce que pour eux, Batman avant c'était un mec en collant bleu. Et maintenant, qui faisait pif-paf quand il se bagarrait. Ouais, qui faisait pif-paf quand ça se bagarrait, quoi. Il avait du spray anti-requin. Alors aujourd'hui, maintenant, voir BVS avec un Batman en collant bleu, ça paraîtrait complètement ridicule. Mais en fait, il faut évoluer avec son époque, mais le faire de manière intelligente, tout simplement. C'est la même chose avec Heath Ledger aussi. Les gens avaient gueulé pour le Joker et au final, maintenant, tout le monde trouve que c'est un Joker génial, quoi. Donc, mais c'est la réaction primaire, en fait, de ah là là, on change ce que je connais, ce que j'aime, ça va être nul. Attends de voir, quoi. Ça peut être bien. Et finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les changements, on sait qu'ils durent pas. Donc de toute façon, quel est l'intérêt de se rebeller à mort pour un truc dont on sait que dans un an on va revenir soit à zéro, soit qu'on va repartir sur autre chose. Enfin, on sait qu'il n'y a jamais de truc définitif, quoi. Ce qui est amusant dans le changement dans les comics, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas transposable. C'est-à-dire qu'on fait évoluer les personnages dans les comics papier. Et aujourd'hui, par exemple, Spider-Man est président d'une boîte pas pharmaceutique, mais enfin de recherche chimique. Il a une grosse trentaine d'années. Il élève un jeune Spider-Man à qui il essaye d'inculquer ces trucs-là. Donc dans les comics, il a quand même beaucoup évolué. Et dans le Spider-Man qu'on vient de voir apparaître au cinéma, on est de retour à la figure des années 60, où il a 16 ans, il habite chez sa tante, il a des problèmes, il veut pas être connu. Est-ce que
pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la figure iconique d'un super-héros alors qu'on veut en même temps le faire évoluer avec son époque pour les gens qui le lisent? Parce que quand tu parles des films, tu touches vraiment un autre public qui est le grand public. Et donc là, tu dois essayer vraiment de prendre l'image la plus connue du grand public. Et pour le grand public, c'est l'ado qui vient juste d'avoir ses pouvoirs, ce genre de choses, parce que c'est ce que tu as vu dans 300 films, dans 300 séries télé. Dès qu'on te dit Spider-Man, c'est ce que tu vas penser. Quand on va te parler de Batman, il faut forcément que tu montres la mort des parents de Batman, parce que c'est ce que le grand public connaît. Et que le grand public, il n'a pas forcément envie de faire l'effort de découvrir des nouvelles choses, de devoir se renseigner lui-même et tout. Donc c'est beaucoup plus simple de se raccrocher à quelque chose de déjà connu, qui va demander moins de travail à faire pour les équipes marketing, pour la production du film, et au final rentabiliser à 100% ce que tu as fait en moins de temps possible. Du coup, légère digression, si le super-héros doit évoluer, mais que quand on veut le présenter à un nouveau public, on est obligé de revenir à sa version iconique, comment est-ce que les nouveaux fans peuvent commencer à lire des comics, puisque je vais voir Captain America, Civil War ou le nouveau film de Spider-Man qui sort l'année prochaine. Je vais voir un Spider-Man jeune, je trouve le film génial, je me précipite dans une librairie, j'achète une BD Spider-Man, il a 35 ans et il élève un ado, Black, qui va devenir le prochain Spider-Man. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est pour ça que Marvel pense à toi et fait un titre qui s'appelle Spidey, où on reprend le personnage de Spider-Man jeune dans un espèce d'univers parallèle, en faisant que malgré tout il a un smartphone, qu'il est sur Facebook, tout ça, mais on reprend le concept, il est à l'école, il est au lycée en train de faire ses trucs. On crée un peu des univers un peu alternatifs qui va être dirigé un peu vers ce genre de public, ou sinon on crée des fameuses point wine, des points d'entrée dans les comics, avec des relaunchs comme Marvel Now ou DC Rebirth, où on va essayer de permettre aux nouveaux lecteurs d'entrer en leur faisant des résumés un petit peu de ce qu'est le personnage, pour qu'ils puissent commencer à lire par là. Et voilà. Bon, malgré tout, on n'a pas beaucoup avancé, on sait toujours pas ce qu'est un bon super-héros. Valentin, qui sont les bons super-héros pour toi? Tu aurais qui comme exemple de bons super-héros? Alors pour moi, donc à titre très personnel... Uniquement personnel. Ouais, typiquement les héros de la... Moi je lis beaucoup de DC, hein, je lis pas trop de Marvel, hein, mais ça peut être transposé à Marvel, mais c'est tous les héros de la Justice League, pour moi ce sont de bons super-héros. Alors après ils sont peut-être pas du coup tous intéressants parce que ils obéissent à un même schéma, on va dire, mais Green Lantern pour moi est un bon super-héros, Batman, Wonder Woman, Superman, c'est des héros qui se ressemblent dans le fond, on va dire, mais c'est sans doute ce qui en fait de bons super-héros, parce qu'ils obéissent à un archétype précis, ce qui n'empêche pas derrière d'avoir des histoires intéressantes et des concepts sympas à traiter au niveau de la science-fiction, au niveau du fantastique, fantasy, tout ça. Mais pour moi, ces super-héros-là sont des bons super-héros. Ouais. Là, tu as une échelle de super-héros qui est hyper large. On a un personnage qui vit des aventures sous l'eau, qui fait des trucs dans l'espace, de la mythologie grecque, un héros street, un extraterrestre. Ce qui prouve bien que même si, ton sens de la morale est pareil pour chaque super-héros et que ils ont tous le talon d'Achille, ils ont tous l'identité secrète, etc., ça prouve bien que ça n'empêche pas d'avoir de bonnes histoires derrière, toutes différentes, on va dire, même si elles obéissent à un schéma d'intrigue classique, quoi. Chris, qui sont pour toi les bons super-héros? Bah moi je vais te donner un exemple, par exemple j'aime pas du tout Spider-Man parce que ça m'ennuie, enfin, j'ai jamais trouvé d'intérêt à lire Spider-Man, mais c'est un bon super-héros parce qu'il y a des enjeux, parce qu'effectivement il a des secrets, alors la version classique on va dire, il a des enjeux à protéger, il a sa famille, etc., il a une histoire derrière et les méchants sont pas, enfin voilà, le Docteur Octopus, etc., c'est des vraies menaces parce que justement il l'attaque plus sur sa vie privée, on sait qu'ils vont jamais le tuer, enfin quoique, mais normalement, tu vois, sans spoiler tout le monde. Mais normalement... C'est du spoil de 2011, hein, donc ouais, c'est pas grave. Mais si tu veux, on sait que le héros va toujours revenir, mais il y a des vrais enjeux derrière lui. Et pourtant, moi, j'aime pas ça. Mais il y a des vrais enjeux derrière le héros, et je pense que c'est ça qui définit quand même si c'est intéressant ou pas à lire, au final. Toi, tu préfères les super-héros nazis, toi? C'est ça un bon super-héros pour toi? Un bon vrai super-héros, non. Quelle horreur. Arrête, dis pas des trucs comme ça, ils savent pas qui on est va aller en tôle. Ah pas, non. Nico, qui sont pour toi les bons super-héros? Alors moi, un bon super-héros, Captain America. Parce que c'est un mec qui va répondre au contexte de son époque. Par exemple, si on le prend en 1945, Captain America, c'est l'Amérique contre les nazis, quoi. Il fait le taf. C'est un outil de propagande avant tout, et c'est un super fédérateur pour les gens de l'époque. Si tu reprends Captain America maintenant... Et il est rentré en guerre avant les États-Unis. Captain America allait péter du nazi avant que l'armée américaine rentre en guerre. Les gars, quoi. Il a tout compris. Et si tu le prends maintenant, c'est plus un mec outsider, quoi. Genre anti-système.
Donc il va pas forcément rester planqué sur ses positions, il va rester avec sa morale, mais il va évoluer en fonction de l'époque et il va incarner différentes valeurs. Vincent, qui sont pour toi les bons super-héros? Wolverine, les X-Men, ce genre de choses. Là encore, on a aussi une morale, un personnage qui va faire ce qu'il pense devoir faire, même si c'est contre ses propres biens, contre son intérêt propre, et vraiment essayer de faire ce qu'il pense être juste. En fait, le problème qu'on a, c'est que définir un bon super-héros, alors que déjà sur le plateau, on n'est pas d'accord sur qui sont les vraiment bons super-héros, ça relève du compliqué et de l'impossible. Et en fait, notre conclusion, elle est un peu poétique par rapport à tout ça, sur qu'est-ce qui fait un bon super-héros, a priori, selon nous, enfin selon moi, parce que je leur ai pas demandé leur avis et que c'est moi qui parle, mais qu'on est tous là, donc selon nous, ce qui fait un bon super-héros, finalement, c'est vous, en fait. Et c'est ce que vous injectez à l'intérieur des personnages, et c'est la façon dont ils vous aident à vous sentir mieux dans votre peau et à vous transcender et à donner le meilleur de vous-même, comme Superman qui doit se transcender après avoir été exposé à de la kryptonite, et qui vous redonne de l'espoir quand vous êtes bas, et qui vous donne envie de pas devenir des salopios et d'être des gens bien, et voilà, et de vous élever dans cette morale. Et finalement, ce qui fait un bon personnage, on n'est pas d'accord sur qui sont les bons super-héros, simplement parce qu'on a mis de l'affect à l'intérieur de ces personnages à chaque fois, et voilà. Et c'est un peu la conclusion de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est magnifique. J'ai une question dans le public de la part de quelqu'un qui est dans l'ombre. Une question de la régie. Une question en régie. Est-ce que pour vous, Saitama est un super-héros de One Punch Man? Alors très bien, j'ai éludé au début parce qu'on était un peu en retard, mais effectivement, ce qui peut revenir sur les super-héros, c'est leur origine géographique. Et typiquement, les super-héros, la plupart du temps, la plupart des gens les considèrent comme américains, mais il y a des super-héros français, comme Foxboy, qui est très cher à Valentin, ou le garde républicain. Il y a des super-héros chinois, comme la Tortue Verte, ou Saitama, donc dans One Punch Man. Alors, réponse de nos spécialistes ici présents, est-ce que le personnage de One Punch Man est un super-héros? On va avoir un désaccord là. Non. Non, et pourquoi? Parce que comme je te dis, il faut qu'il y ait des enjeux. Alors moi j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Tu vas te faire suer. Merde, cours. En fait, tu vois, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas... C'est très drôle, c'est très bien fait, mais il n'y a pas d'enjeu. Parce que le mec, on sait qu'il va gagner. Il arrive, il est armé. On sait que le mec va gagner, tu vois. Et même si ça te fait marrer, tu peux voir ça comme une parodie, tu peux voir ça comme une version fun du sujet. Ouais, la question c'était quoi? Est-ce que c'est un bon super-héros ou est-ce que c'est un super-héros? Parce qu'à ce moment-là, c'est un super-héros. C'est un super-héros, mais c'est pas un bon super-héros. C'est juste un super-héros qui est marrant. Après, l'intérêt de One Punch Man, c'est pas forcément de savoir s'il va battre le méchant à la fin. C'est surtout comment est-ce qu'il va s'occuper maintenant qu'il peut battre tout le monde. Oui, mais ça, c'est pas un enjeu qui te fait vibrer. J'espère que le mec va réussir à pas s'ennuyer aujourd'hui. Mais tu vois, on a typiquement le même type d'enjeu. Tu nous dis dès qu'on déborde. On a typiquement le même type d'enjeu dans la série Invincible qui sort chez Delcourt aujourd'hui, où le super-héros, par définition, est invincible. Et en fait, du coup, on a accès dans cette série, quand il y a un méchant qui arrive, le combat est résolu en une page, parce que ça sert à rien de faire 15 pages de combat, tu sais que le mec gagne à la fin. Donc le méchant arrive, il se prend une mandale, c'est terminé, donc il y a le même schéma finalement dans One Punch Man et dans Invincible, et on va plutôt s'intéresser à la vie de ce personnage qui est ado, qui veut continuer à avoir une vie normale, qui veut réussir à choper la fille de ses rêves, et puis à faire en sorte qu'elle se fasse pas tuer par le premier méchant qui va venir. C'est transposable en comics finalement. Donc là, pour Invincible... J'ai pas de question en fait, c'était juste... Non, mais j'espère, mais du coup, je complète. Les super-pouvoirs, ça en fait pas un bon super-héros, mais l'identité secrète, ça en fait un bon super-héros. Pour Invincible, en tout cas. C'est ça. Donc la définition du super-héros, il y a les 7 points qu'on peut consulter dans le dico des super-héros si vous voulez venir nous voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait un bon super-héros finalement? C'est vous et l'amour que vous mettez dans ces personnages et la façon dont ils vous aident à vous transcender et à devenir des gens bien. Merci d'avoir écouté nos bêtises. On est l'équipe de lescomics.fr. Vous pouvez donc nous retrouver sur... lescomics.fr, c'est comme formidable. c'est original. Et ben merci d'avoir passé un bout avec nous. On est au fond de la salle si vous voulez nous dire qu'on s'est trompé et tout ça. Et puis nous transmettre de l'amour et nous faire des bisous. Et on est très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci d'avoir fait une petite place aux comics dans votre événement Wasabi. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.